Salut à tous, un épisode pour célébrer le retour virtuel dans la partie avec les Spurs de la NBA à Seattle. Oui, oui, voilà. Vous avez voté pour majoritairement, c'était le projet initial. Il a fallu évidemment corriger le bug du jeu, hein. Donc on est sur cette partie avec les Spurs que j'avais démarré en commencer maintenant en novembre, à laquelle j'avais ajouté le hit, puis cette expansion du surf. Vous avez le sommaire sous les yeux. On va voir pas mal de choses, y compris l'été du hit, mais dans un deuxième temps de la vidéo. D'abord, bah oui, j'ai fait tout mon été, et ensuite j'ai fait le déménagement parce qu'on m'a mis au courant que Touquet avait réparé le bug. Et comme le projet initial c'était les Seattle Supersonics, il fallait quand même s'y résoudre à partir du moment où c'était jouable et que le bug des hommes invisibles avait disparu. On n'avait plus qu'à s'exécuter. Les tarifs, c'est important d'avoir ça en tête par rapport aux envies de recrutement. Quels sont les tarifs dans la partie en 2025 à ce stade-là? Donc c'est grandement lié à mes sliders, hein. Donc vous voyez par exemple que mes deux joueurs, Topin et Malédon, ils sont à 25 millions par an avec un petit contrat évolutif. À ce stade-là, une superstar, comme par exemple on pourrait convoiter DeAndre Ayton pour muscler notre poste 5, c'est 40 à 45 millions. On les a pas. On les a pas. Le All-Star potentiel, il peut être très gourmand, il peut aller jusqu'à 35, il peut aussi se contenter de 25. Euh, donc ça, on peut en viser un, mais à ce moment-là, on ne se renforce pas sur deux postes. Et moi, l'idée, c'est que j'avais envie de me renforcer sur deux postes, qui étaient le poste 2 pour venir épauler Beasley, et le poste 5 pour épauler Taco Fall. Voilà, donc c'est ça le choix que j'ai fait. Je suis conscient que la NBA, c'est une ligue de superstars. Donc si t'en as pas une, et j'en aurai pas une, je le dis tout de suite, c'est difficile d'exister. Ouais, mais en même temps, une franchise qui naît comme ça n'a pas tout de suite la superstar. On est d'accord, hein? C'est pas tout de suite que vous avez une superstar dans une franchise qui naît. En tout cas, c'est pas le cas dans cette partie-là. Voilà. J'ai évidemment prévu mon coup. J'ai mis en division Nord-Ouest le surf à ce moment-là, puisque tout l'été a été fait avec le San Diego Surf. J'ai fait rebasculer donc en compagnie de Portland, etc., etc., cette équipe-là. Et puis, donc, la draft nous réserve, bah, ouais, pas de grosses surprises, si ce n'est quand même les Pacers qui passent de 12 à 1, énorme. Nous, du coup, on perd une place. On va drafter en 4 au lieu de drafter en 3 prévisionnels. Ça change pas énorme pour le surf à cette époque-là, donc pour les futurs Sonics. Mais c'est quand même dommage. Et puis par contre, les Pacers font l'énorme affaire. Ils iront choisir comme ça un super allié fort. Mais du coup, ça créera un conflit dont on profitera peut-être à un moment ou à un autre. Je sais pas, regardez, ils ont drafté William Mann, qui est probablement le joueur le plus fort de cette classe de draft virtuelle. Mais attention, ils ont Pascal Siakam, donc on peut se poser deux, trois petites questions. On verra bien plus tard tout ça. Courtney Young aux Wizards, un arrière. Bon, bah c'est. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, aux Blazers, c'est un ailier. Je crois que c'est pas mal, sauf qu'ils avaient Tatum sur ce poste-là. Ils ont un front court qui est énorme, hein, les Portland Trail Blazers, dans cette partie. Mais après, ils ont peut-être pris tout simplement le meilleur joueur disponible, hein, ce qui se respecte. Nous, en 4, du coup, on va se rabattre sur Sean Hickman. C'est un ailier, vous voyez, il a une grande taille. Je prévois de peut-être lui faire passer une année au chaud. Vous savez que les rookies ne râlent pas, hein, quand ils ne jouent pas la première année. Sauf grosse blessure, je vais lui laisser travailler à l'entraînement. Et bah oui, parce on est forcément sur du développement, hein. Et on sait que c'est délicat, oui, à la suite de la draft. J'en reparlerai un peu plus loin. Kenny Brown au Thunder qui avait deux choix dans les 8 premiers. Donc voilà, ils étaient propriétaires d'un autre choix que le leur. Les Nuggets vont aller chercher un bon joueur. Les Celtics, je sais pas si ce Alvin Livingston est exceptionnel, on verra. C'est un peu l'avenir qui peut nous dire ces choses-là. Kevin Ferguson du côté des Bulls, Jermaine Knox, ça c'est pas mal à mon sens.
2m19, 121 kg, c'est un gros bébé dans la raquette, à voir. Les T-Wolves avec Lawrence Stevens. À noter que la loterie, forcément, puisqu'il y a eu une expansion, la loterie, elle concerne 16 équipes, nécessairement, puisqu'il y en a 16 qui vont en playoff et il y en a 32 en tout. Ok, les Bucks vont prendre ce Hodges et les Celtics, Josh James. Bon, à suivre, à suivre. Tout ça ne nous dit pas grand-chose hein, à ce stade-là. Par contre, il y a, résultant d'un trade avec les Spurs juste avant la deadline, il y a 2 choix en fin de premier tour pour ces futurs Sonics. Je vais prendre Jess Rice, qui est un ailier de plutôt grande taille, hein, disons-le, freak à 105 kg pour 2m08, qui a un profil qui peut vraiment être complémentaire de l'autre ailier que j'ai drafté, ainsi que de l'ailier que j'avais drafté l'année précédente. C'est-à-dire tu draftes que des ailiers. Attention, attention, il y a un calcul derrière. Lucas Baylor en 32 aussi, je vais prendre, voilà. Et puis là, on s'aperçoit du résultat finalement de tout ça. C'est l'overall immédiat de tous ces joueurs, même si en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est leur marge de progression à chacun. Tu peux avoir un mec à 73 qui va monter beaucoup plus haut qu'un mec qui sort à 78, mais ça, on en a tous l'habitude. Voilà, donc à voir un petit peu. Pourquoi est-ce que j'ai drafté de cette manière-là? C'est parce que mon ailier fort, là, en 32e position, il me paraît avoir le potentiel aussi de jouer poste 5 si on joue petit. Et puis j'attends de voir aussi son développement. Et mes deux ailiers, donc le numéro 4 et le numéro 30, euh, pourraient jouer, ils ont une forme de polyvalence et à terme occuper beaucoup de minutes au poste 4 en compagnie de Topin. Donc je vois les choses comme ça. Rice, par exemple, il peut jouer, alors ça c'est Hickman, on aperçoit d'ailleurs avec pas énormément de potentiel, c'est un peu gênant. Rice, il peut aussi jouer, enfin, vu ses caractéristiques, il doit pouvoir occuper aussi le poste 4. Bon, il y a comme ça des possibilités, il faut voir. Et puis, avouons-nous quand même que j'avais pas non plus un choix exceptionnel hein, à cette draft-là, qui n'était pas super forte. Je fais un peu exprès aussi de ne pas avoir des classes de draft trop cheatées. Hein, je baisse la valeur des classes de draft dans les options, dans les paramètres, pour ne pas non plus me retrouver avec tout et n'importe quoi qui vient supplanter les stars qu'on connaît et qui doivent régner sur la ligue, hein, les Trae Young, les Yanis, les Luka Doncic, etc., etc. Donc, sur les options, j'ai été assez prudent. Je n'ai donc pas activé pas mal d'options parce que je voulais garder de la marge pour la free agency, pour recruter justement sur les 2 postes dont je vous ai parlé. On va garder les 5 joueurs que vous apercevez tout là-haut. Mais par contre, je vais passer fall en sortie de banc et je vais m'intéresser à quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, qui m'intéresse beaucoup en fait. C'est le frère de Ton Maker, c'est Mature Maker. Et Mature Maker, il a ce profil comme ça de pivot, allez, j'ai envie de dire presque un peu à la Adebayo, si on pouvait établir une forme de comparaison, c'est-à-dire avec quand même pas mal de possibilités. Il est moins fort qu'Adebayo, hein, on va pas se mentir. Je lui ai proposé comme ça un contrat à 12,5 sur 4 ans. Je trouve pas, enfin avec une option joueur, euh, mais 3 ans minimum pour avoir les droits Bird. Bon, on va voir. Mais moi je crois pas mal en lui en vérité. Je crois beaucoup en ce type-là. Après, c'est vrai que au poste 4, le jeune Obi Toppin, qui est de moins en moins jeune quand même, mais qui a un joli contrat et en lequel on croit, il a été à la base un peu à la naissance de la franchise, hein, avec Jamichael Green vieillissant, qui aura pas beaucoup de minutes, on va pas se mentir, ça doit pouvoir être intéressant au poste 4. Après, vous vous souvenez du trade concernant Josh Jackson, poste 3, il vient compléter le jeune Fred Red, qui a été drafté l'année précédente aussi, avec un très haut choix de draft. Bon, je pense que de ce côté-là, on a pas mal à faire. Vous vous souvenez de ma Wojbomb, hein? Wojbomb, c'était le trade des Spurs avec le Surf, où les Spurs se débarrassaient de 2 fins de tour de draft, de fin de choix avec Josh Jackson, et puis et la suite, je vous l'ai expliqué. Donc, c'était pas mal. Et je vais aller chercher un poste 2 pour compléter la rotation avec Beasley. C'est Killian Hayes. Killian Hayes que
je peux éventuellement envisager de faire jouer aussi poste 1 à des moments si jamais j'ai des soucis avec Malédon ou avec Derek White. Donc voilà, ça va être ça le projet. Voilà, vous connaissez mon ossature. Je pense qu'elle est modeste, certes, mais elle est quand même assez complémentaire. Il y a des qualités offensives, il y a pas mal de choses qui peuvent normalement nous amener pas mal du tout en fait avec ces joueurs-là. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Voilà, surtout que Derek White n'a pas été très gourmand. On s'en est sorti quand même plutôt pas si mal que ça. Et au moment d'aller chercher comme ça en fin de free agency le jeune Hayes, qui n'a encore que 24 ans, il y a encore des petits progrès à accomplir. Voilà, il va pas prendre non plus un salaire démesuré. Je trouve qu'un joueur à 82, quand on arrive à l'avoir à 13 millions à la saison, voilà, je vous l'ai dit en préambule, hein, je préférais faire deux affaires entre 78 et 82 en lâchant 25 millions. Avoir deux joueurs me semblait plus opportun que prendre un seul joueur à 25, dans la mesure où j'avais pas l'argent pour prendre une superstar, en fait. C'est ça le raisonnement. Fred Red, on peut s'inquiéter légèrement pour son potentiel. Il se pourrait en fait qu'on n'ait pas des masses de marge de progression sur à la fois nos rookies, mais aussi nos jeunes joueurs de 24-25 ans. C'est à voir. Et peut-être que la suite passera par des trades, mais j'ai quand même envie de ne pas envoyer tout de suite la machine à trade. Et puis attention, sur le potentiel, des fois, le recruteur peut se tromper à ce stade-là. Et s'il se trompe, bah justement, ça veut dire qu'au final, on peut espérer beaucoup mieux. Voilà, j'ai misé là-dessus. J'ai misé aussi sur le fait que parfois le recruteur n'évalue pas à sa juste valeur les potentiels. Et encore une fois, ben voilà, c'est une manière de faire un peu grandir la franchise. J'allais pas non plus constituer artificiellement une équipe qui éclate tout en 2 saisons. Vous voyez, ça aurait peut-être dénaturé un peu la partie, dans le sens où, encore une fois, je me répète, mais combien d'années va mettre une jeune franchise, après une expansion en NBA, combien d'années va mettre une jeune franchise pour déjà rejoindre les playoffs et ensuite pour pouvoir jouer un rôle? Ça met très très longtemps. Ça ne veut pas dire que je n'ose pas espérer quoi que ce soit avant 10 ans, ce serait stupide. Mais je prends le temps et je dirais encore une fois que la saison qui suit pour le surf, et donc qui va devenir les Sonics dans une seconde et demie, hein, non je rigole, mais on va d'abord faire une petite mise en place, puis après on va définitivement quitter la bannière de San Diego. Je pense que c'est, encore une fois, 82 matchs qui vont servir de camp d'entraînement géant. Voilà, tout simplement, pour voir ce qu'il faut faire à l'été qui suit. Moi, en tout cas, c'est dans cet esprit-là que je suis. Je suis pas à me dire il faut gagner maintenant, etc. Il faut aller en playoff. Je me souviens d'un sondage que j'avais laissé dans une vidéo précédente où beaucoup de gens estimaient que sur la deuxième année, éventuellement, cette équipe-là pourrait accéder aux playoffs. Mais moi, je suis pas tout à fait de cet avis-là. J'estime que l'Ouest est vraiment fort et qu'il est très difficile en fait de s'y faire sa place. On verra un petit peu par la suite si c'est vrai ou pas, hein, mais voilà, c'est ma perception du truc. Il y a quelques équipes qui ultra dominent, mais il y en a d'autres qui sont aussi quand même assez fortes. Je vous ai montré une vidéo précédemment, il y a quelques jours, dans laquelle les Lakers et les Clippers tentaient aussi de remonter un petit peu dans la hiérarchie. Et du coup, pour les Sonics, ça va être compliqué. Forcément, ça va être compliqué. Donc, voilà, on n'a pas une ambition démesurée, mais par contre, on va faire le maximum pour essayer de gagner des matchs, comme d'habitude. Ne surtout pas tanker, hein, j'annonce pas une année de tanking en disant tout ça. J'annonce simplement qu'il ne faut pas non plus croire qu'on va miraculeusement gagner 52 matchs, quoi, hein, tout simplement. Voilà. J'ai téléchargé ma petite équipe là chez Sync 7583 là, hein, qui marche, hein, qui fonctionne, parce que j'aime bien ses créations, je les trouve jolies. Après, il y en a plein d'autres qui sont super, mais voilà, il faut les faire un choix. Les Supersonics sont donc officiellement dans la partie, et ça commence en plus très très difficile, face à une équipe qui ne s'est inclinée qu'en demi-finale de conférence l'année précédente face aux Spurs, en plus, futur champion.
Cette équipe, c'est évidemment les Pelicans de Zion Williamson, mais pas que, puisqu'on a Cade Cunningham qui est à la main. Lonzo Ball avait dû faire ses valises dans la partie, est allé du côté de Orlando, me semble-t-il. Et évidemment, vous avez à l'intérieur Jackson Hayes qui a progressé. Vous avez sur les ailes, on s'en apercevra, mais il y a Alexander Walker à l'arrière, mais il y a aussi un gars qui s'appelle Josh Christopher, qui est pas mal du tout. Et puis, donc, pour compléter sur les ailes, ça c'est Cunningham dans ses œuvres. On a Brandon Ingram, donc c'est pas mal, hein. C'est vraiment difficile comme défi. Pour un premier match comme ça de saison, je peux vous dire que c'est pas évident du tout. On va s'accrocher, hein. On va essayer d'exister. C'est pas parce que l'adversaire est très fort. Tiens, c'est amusant, petit coucou aux Pistons. Leur pivot backup à ces Pels s'appelle Asia Stewart. Voilà. Hein, je pense que ça vous parle. Vous voyez, il est très très fort sur les pull-ups, notamment Cunningham. Il a une grande taille, hein, c'est un meneur de grande taille. On a Hayes qui est capable de rentrer des 3 points. Là, en l'occurrence, il rate. Ça va nous permettre de lancer une contre-attaque à l'issue de laquelle, regardez, oh dommage, on avait le ballon pour égaliser. On va égaliser ici grâce à une jolie prise de rebond offensif et donc un 3 points en deuxième chance. Taco Fall, dès qu'il est sur le terrain avec ses 2m20, je ne veux pas dire de bêtises, 2m29, c'est ça, ou 2m26, je sais plus. Taco Fall, il fait un carnage. Il prend du rebond, il dissuade. Il est exceptionnel en fait. Il est assez exceptionnel, il est surdimensionné. Regardez, on a du rebond off. La défense en face est juste hallucinante de la part des Pels. Et c'est comme ça des actions, on a du mal à concrétiser. C'était pas... et on prend le panier sur contre-attaque, il fait super mal au moral celui-là, hein, par exemple. À l'issue d'une telle action, on a pris 18 000 rebonds offensifs, on rentre pas un shoot. L'année précédente, ça c'est Josh Christopher dans ses œuvres. Il est vraiment vraiment joli à voir jouer celui-là. L'année précédente, en fait, on avait vu que un des principaux problèmes de cette équipe, c'était la qualité offensive. Hein, je sais pas si vous vous souvenez dans mes bilans en fait de la saison précédente. Je crois que c'était à l'épisode 10, quelque chose comme ça. Et puis j'en avais déjà parlé à l'épisode 9, où on était au niveau offensive rating. Cette équipe, donc à l'époque de San Diego, était particulièrement catastrophique. Sans exagérer les choses, elle était catastrophique. Et c'est vrai que en apportant, alors j'ai pris Maker parce que je voulais quand même avoir du renfort pour Taco Fall qui ne suffisait pas. Ça c'est Alexander Walker. Taco Fall ne suffisait pas à l'intérieur pour finalement faire le boulot. J'avais pris un Niko Vucevic que j'adore, mais un peu plutôt sur la fin et donc en incapacité de vraiment apporter tout ce dont on avait besoin. Et du coup, l'ajout de Major Maker, il est vraiment pour apporter quelque chose à un bon prix, qui est, oh là là, Cade Cunningham qui nous trucide dans le Money Time, là, ça fait vraiment mal. Hein. On a ici une possession. Et puis, j'ai foiré la précédente, celle-là, je la rate, voilà, bon bah voilà. Donc, on s'est fait avoir dans le Money Time, mais il aura quand même fallu un énorme panier de Cunningham pour nous planter, donc c'est plutôt encourageant finalement. Une défaite d'aussi peu face à une très très bonne équipe. Donc voilà, Matthew Maker pour vraiment soulager Fall, mais Fall a un rôle capital quand même en sortie de banc. Hein. Vous voyez, par exemple, rien que sur ce match, en extrapolé 14 et 17 sur 17 minutes, c'est exceptionnel en fait. Hein. Et du côté de Killian Hayes, là c'était plus justement, voilà, je visais un renfort offensif qui puisse aussi apporter des points en plus de Beasley. Hein, donc voilà, j'ai essayé de faire avec les moyens aussi. Hein. C'est vrai qu'à partir du moment où on a certains joueurs avec un certain salaire, c'est des choix qui ont été faits tout de suite. À part le trade, il n'y a rien d'autre à envisager hein, à un moment donné que construire avec eux. Hein. Donc, mais je regrette rien. Hein. Je suis pas en train de dire que j'ai envie de virer Malédon et Obadiah Toppin. Hein. Au contraire, hein, moi ça me plaît énormément d'avoir ça comme ossature.
Mais voilà, essayer de venir apporter quelques touches autour. Voilà, vous avez compris. Du côté des Wizards, qui ont depuis très très longtemps perdu John Wall, on a LaMelo Ball, perdu John Wall. Ils l'ont pas perdu, hein, mais je veux dire, le pauvre, il a régressé tant et plus. Ça a été trajectoire assez compliquée pour John Wall dans cette partie, ce qui fait que il est encore présent. Hein. Vous voyez là, par exemple, c'était lui qui vient de se faire contrer, mais celui qui est le leader offensif de cette équipe, c'est bien évidemment LaMelo Ball, hein, qu'ils avaient drafté dès 2020 après une saison catastrophique. Donc leur équipe, elle est orientée autour de ça, avec vraiment beaucoup de réussite hein, pour LaMelo Ball qui est ultra ultra talentueux. Bon, John Wall, un poil malheureux, il se fait cueillir par Derrick White. Je pense que ce match-là, on a déjà beaucoup plus de chances de le prendre par rapport au match précédent qui était clairement trop difficile hein, pour cette équipe-là. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire évidemment. Hein. Face à ces Wizards, Landry, Shamet. Ils ont ce petit Watt là à l'intérieur qui est pas mal en poste 4. Il y a des rookies intéressants. Je trouve pas que les classes de draft successives que j'ai prises soient cheatées en vérité. Si je pouvais juste changer quelque chose, ce serait aller sur l'ensemble de tous les rookies, baisser la moyenne globale de tous ces gens-là de 1 à 2 points, mais c'est tout. On n'est pas non plus sur un truc qui tue la partie, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Je trouve qu'elle est encore largement viable et qu'elle n'a pas tant souffert que ça du temps qui passe, quoi. Voilà. Vous voyez, on a parfois pas de chance à l'arrivée, mais n'empêche que la dissuasion, l'impact, il est là en défense, hein, c'est pas mal. Josh Jackson aussi apporte pas mal, hein, j'avoue à ce niveau-là. Et puis le petit Killian Hayes, comme ça, voilà, a quelques fulgurances, il est capable de passer à travers un match et de quand même mettre des paniers ultra importants au bon moment. Malédon est un parfait gestionnaire. C'est un type de meneur qui me plaît, que j'ai pas souvent dans mes parties, parce qu'il est plus scoreur que ce que je prends d'habitude. J'ai pas souvent des meneurs très scoreurs, moi. C'est pas trop mon habitude. J'aime bien les meneurs qui vont plutôt déjà être, on va dire, instigateurs d'un certain état d'esprit en défense. Avant tout, parce que ça part de eux. Parce que ça part de votre meneur. Si votre meneur, c'est un chien qui harcèle le porteur de balle adverse, qui est quand même très souvent le meneur, bon, pas toujours, hein, il y a pas une forward, etc., mais eh ben déjà, ça part de là, et il suffit de voir l'exemple des Spurs avec DeJounte Murray pour se rendre compte que ça fait un max de boulot d'avoir un énorme meneur défensif. Et donc c'est vrai, voilà, moi j'expérimente autre chose ici avec Théo Malédon, qui est bon défenseur, mais qui n'est pas élite, et j'aime bien l'évolution de ce gars-là. Il est à 85, 86. J'estime que avec un joueur comme ça, déjà, c'est pas de lui que viennent les problèmes. S'il y a des problèmes, ils viennent au niveau de la complémentarité du roster, ils viennent au niveau de d'autres postes, mais ça va pas venir de lui. Donc les 25 qui deviennent 26 et quelques millions et qui termineront, je crois, à 29 ou 28 et demi, je les regrette pas un seul instant. La remarque est la même pour Obadiah Toppin, qui a des qualités assez intéressantes. Euh, donc au final, l'argent qui est mis, il fait qu'il n'y en a pas non plus énorme à mettre sur d'autres, etc., etc. Vous m'avez compris. D'où ce recrutement. Ici, c'est un test amusant, encore une fois, face à une super forte équipe que peut être les Dallas Mavericks, qui ont bien évolué. Ils ont Doncic Porzingis, ça va de soi, mais à côté, il y a ce Mitch Arnold, qui est un pivot assez récemment arrivé dans la partie, j'ai envie de dire, qui est, bien qu'avec un overall de 82 ou 83, juste monstrueux. Et puis ils ont R.J. Hampton au poste 1, ce qui est extraordinaire parce que il est percutant, il a à peu près toutes les cordes à son arc, mis à part peut-être une défense très intensive, mais ça fait quand même le boulot. Et puis j'aime bien aussi le Cedi Osman en poste 3. Attention, hein, il y a Kelly Oubre sur le banc, hein. Donc ils sont pas mal. J'aime beaucoup leur équipe. Elle est très très jolie, cette équipe des Mavs, et on comprend aisément pourquoi elle a pu être
pourquoi elle a pu être, je dirais, on a aperçu Grayson Allen aussi au sentiment. Pourquoi est-ce que cette équipe a pu être en finale de conférence l'année précédente contre les Spurs? Ça fait 2 années hein, qu'ils sont vraiment très forts. Attention, hein, on pourrait aussi avoir une surprise à un moment donné. Donc attention à cette équipe. TJ McConnell aussi en backup meneur, ce qui est plutôt pas une mauvaise pioche. Et on se retrouve comme ça dans un match où on a été d'abord très, très largement mené en vérité, et où on se retrouve ensuite en capacité de peut-être revenir au score. Regardez, ici là on va avoir Beasley qui va rentrer le shoot de l'égalisation. Malik Beasley très utile, mais je le fais sortir du banc. Voilà, c'est un choix. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal en sortie de banc. Le malheur en fait, c'est que ce Arnold nous fait très très mal. Et je vous parlais de rebond, etc. On s'aperçoit quand même que l'IA, elle est codée là en niveau je joue, c'est-à-dire un tout petit peu plus haut que Superstar. Je monte un tout petit peu les difficultés par rapport à Superstar. Et je me fais bouffer beaucoup de rebonds en fait. Je sais pas si c'est pareil pour vous dans vos parties, mais au rebond offensif, l'adversaire a tendance à me partouzer joyeusement. Et donc c'est vrai que c'est dommage, parce que ça vient un peu fausser la perception qu'on peut avoir de l'efficacité ou non du roster qu'on a mis en place. Et donc sur toute fin de match, regardez, je me retrouvais ici, je croyais shooter à 3 points. Malheureusement, White, il a mis le pied sur la ligne. Du coup, derrière, on est obligé de faire faute. Et au lieu d'un panier d'égalisation qui aurait tout changé, on s'est retrouvé tout bêtement avec un 2 points qui fait qu'on remet une pièce dans la machine, lancer franc x2, et puis derrière, shoot désespéré, et on perd. Mais c'est presque une défaite qui ressemble à celle contre les Pelicans, en ce sens que elle se joue sur la toute fin, mais elle est pas non plus, c'est pas fait mettre 30 points quoi. Donc encourageant. Moi je dis cette équipe est bien meilleure que l'année précédente. En tout cas c'est ma perception là. Je pense pas être malhonnête en disant ça. Une équipe bien plus forte que l'année dernière. Simplement l'Ouest est ultra compétitif et du coup forcément il faut pas croire qu'on est nécessairement à survoler les choses. Donc vous voyez là il y a une petite série négative. On est un peu en négatif quoi. Hein. On est un peu en négatif, on perd quelques matchs d'affilée. Il y a les Pistons également là. Ah là là, ça fait 4 là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après les Lakers, encore une défaite, une cinquième. Et du coup, je me dis tiens, je vais jouer contre le Miami Heat quand même. Mais du coup, ça m'oblige à vous raconter tout ce qui s'est passé pour Miami parce qu'il y avait plein de questions à Miami. Miami, c'est l'archétype d'une franchise dans laquelle on se demande si on doit tout casser ou si on doit finalement continuer tranquillement, sans s'affoler, en se disant que sur une bonne année, on peut peut-être retrouver les finales NBA, alors que là, on semble plafonner en demi-finale de conf, quoi. Hein. Très très nettement, le 8, ça plafonne en demi-finale de conf à ce stade-là. Pourquoi? Parce que Atlanta, parce que New York sont carrément au-dessus. Voilà, ils sont carrément au-dessus. Et c'est dommage, puisqu'on a quelqu'un dans son prime, donc vous voyez, hein, j'avais perdu en demi-finale de conf contre les Knicks. On a quelqu'un dans son prime qui est Adebayo. Et puis, j'avais quelques vétérans. Hein, donc, je suis en flashback. Hein, je reprends l'été. Hein, ok. Thad Young qui nous a quittés. C'est logique. Derrick Rose qui nous a quittés. Et l'ami Mo Harkless. Dommage, 32 ans par contre. C'est un peu dommage. Il aurait pu avoir un mini-rôle à des moments. Mais voilà. Donc, des vétérans, allez, des gens qu'on aime bien, quoi, qui nous quittent. À la draft, on n'avait pas un super pick, c'est normal. Normal de ne pas avoir une bonne position. Je suis allé chercher ce joueur, Tyron Bradley. Et honnêtement, entre nous, à 2m06, 91 kg, il est assez freak. C'est un ailier, bon défenseur, vrai potentiel. Je suis pas sûr qu'on n'ait pas fait une bonne affaire, honnêtement. Ce mec-là, ça monte, pour moi, ça monte à 80 minimum quand on voit ça. Vous allez me dire, ouais, peut-être c'est cheaté l'évaluation du potentiel. C'est vrai, peut-être. À voir, à voir. Après, j'avais une option sur le petit Pippen Junior
pour lequel c'est un peu la dernière chance cette saison. C'est soit il me convainc, soit il dégage. Parce que il vient un moment, on peut donner du temps aux joueurs de se développer, mais on n'a pas non plus tout le temps devant nous. Il y avait le contrat de Isaac qu'il fallait prolonger, ou pas d'ailleurs, hein, mais à 27 ans, bien sûr que je l'ai prolongé, je l'ai mis en 4+1. Je trouve pas qu'il était non plus spécialement gourmand. Je trouve qu'à 24 millions, honnêtement, pour un joueur de ce niveau-là, ça va, ça va. Et du coup, on a déjà 12 joueurs, et il me reste quand même mon exception. Et moi, avec l'exception, je vais aller chercher quelqu'un qui a peut-être un profil qu'on n'avait pas. C'était ce meneur défenseur. Parce que sur le poste 1, c'était un peu ouvert. Hein. Il y avait Nunn avec le petit Pippen. Même Hero, des fois, Hero, je l'ai mis en 1, mais bon, c'est plus un 2, quoi. Et tous, c'est des portes de saloon un peu en défense. Et puis ça, c'est pour le petit clin d'œil, parce que Draymond Green, quand même, quoi, il avait même pas de contrat. On est après la free agency quand je le recrute. Ça fait mal au cœur. Du coup, je l'ai pris histoire de dire, mon gars, tu vas pas terminer ta dernière année sans contrat, quoi. Bon, ça c'est un petit clin d'œil pour Draymond Green. Mais je suis pas un fan absolu de Draymond Green d'ailleurs. Vous avez vu, Butler, il a pris cher. Hein. Je suis pas un fan absolu de Draymond Green, mais je trouve qu'il faut le respecter, quoi. Il faut le respecter. Ce type-là n'a quand même pas rien fait, au contraire, dans sa vie. Il a juste fait des trucs exceptionnels. Même s'il était entouré, etc., etc. C'est un vaste débat. On va pas le faire là. Donc, mes vieux régressent. Mon petit Stanley, là, qui a été longtemps blessé l'année dernière, mais qui est un très haut choix de la dernière draft. Hein. Enfin, la draft 2024. Hein. Honnêtement, quand on voit là, quelques petites pistes pour l'avenir, ok, Butler vieillit, d'accord, mais n'empêche que cette équipe, alors qu'on voit que Okpala est d'accord de... Moi, je suis d'accord tous les jours, hein. Je te prolonge, mon grand, hein. Il n'y a pas de problème, Okpala, hein. Tu reprends 3 années, hein, et tout va bien, hein. J'aime bien le joueur. Il est assez solide et tout va bien. Tout va très bien pour ce joueur-là, même Nunn, tant qu'à faire, partie des meubles, hein. Après, peut-être un jour, je le transférerai, mais je me vois pas le faire de suite, quoi. Donc, bon, je prolonge, a priori, parce que c'est pas cher en plus. Donc voilà, je trouve pas qu'il y ait zéro espoir pour l'avenir avec les joueurs déjà présents. Parce qu'en fait, ce Carlton Stanley, on pourrait l'imaginer dans 2 ans au poste 5 à plus de 80 d'overall. Et Adebayo, honnêtement, c'est quelqu'un qui a tout le talent nécessaire pour jouer 4. Hein. Il peut jouer 4 Adebayo. Hein. C'est pas une hérésie de dire ça, hein. Je le crois en tout cas. Hein. On peut échanger librement sur ce sujet-là. Hein. Je détiens pas toutes les vérités du monde, hein, loin de là, hein, bien évidemment. Mais il me semble que Adebayo en 4, c'est pas une hérésie. Ça, si t'as un énorme pivot de 2,21 m à côté, ça peut même faire carrément très très mal en vérité. Bon, à voir. Si le mec développe un shoot, etc., qui stretch et compagnie, qu'il est, bref, au goût du jour de la NBA 2020 et là dans la partie 2025, 2026, etc. Hein. Mais c'est le cas, hein. C'est le cas. Adebayo il shoot, hein. Il m'a déjà mis des 3 points. Hein. Donc je pense pas qu'il y ait zéro espoir avec ce Stanley qui représente vraiment une piste pour la suite. Jimmy, on le gardera jusqu'au bout, vous doutez bien. Je vais pas échanger Jimmy Butler, quoi. Je vais juste le faire sortir du banc parce qu'il a 36 ans et que un nouveau rôle à ce moment-là, à 81 d'overall, ça paraît tout à fait envisageable. Mais, je vais pas l'échanger, je l'échangerai jamais. Je vais même le prolonger si je peux. On va faire la fidélité à Jimmy Butler quand même. Si je transfère Butler, j'ai pas de rate, quoi. Donc voilà, fidélité aussi à Winslow. J'ai eu des offres de trade à l'été par l'IA, mais évidemment, je voulais pas en entendre parler. Donc, je joue la carte de la continuité, mais avec cet ailier rookie dans lequel je crois, avec ce pivot dont je viens vous parler, Stanley, on l'avait drafté en 2024, en lequel je crois, et puis aussi avec un vrai test sur le petit Scottie Pippen Jr. Voilà. Ça, c'est le mec qui passe un test dans les 3 premiers mois de la saison. Le mec passe un énorme test. Donc, allez, on essaie toujours de jouer à l'intérieur pour les bonnes mains de Adebayo, avec ensuite un appel sympathique de Hero. Après, c'est sûr que Brooklyn n'est pas l'exemple d'une partie réussie dans ce commencer maintenant là avec Spurs, Heat et compagnie. C'est même, regardez Pippen, yes, il est pas beau ce shoot, franchement, un peu chanceux avec la planche.
Brooklyn n'est pas l'exemple d'une partie réussie, puisque Irving et Kevin Durant n'auront rien produit d'intéressant durant, j'en suis à 6 saisons, donc durant 6 saisons, les mecs n'ont rien produit, quoi. Je sais même pas s'ils sont allés une seule fois en demi-finale des conférences. C'est pour vous dire le marasme de cette équipe, donc assez finalement mal construite par l'IA autour de ces deux joueurs à profil exceptionnel quand même, en leur genre. Et donc voilà, petite remarque, on leur met une avoine, il faut pas trop s'attarder là-dessus, parce que je vous dis, Brooklyn n'est pas une référence. Et donc le petit Stanley qui grousille des petites minutes dans cette rotation, et j'espère bien qu'il va enfin progresser, puisque encore une fois l'année précédente, il avait été blessé, je crois, plus de 3 mois, et il avait régressé à cette occasion, à l'occasion de cette blessure assez catastrophique. Il avait régressé, de ce fait, pas trop évalué. Il a quand même encore énormément de potentiel, donc il faut vachement y croire, parce qu'avec un peu de chance, ça peut monter assez rapidement et offrir une vraie opportunité, surtout que Favors vieillit et que Derrick Jones est totalement limité à 76. Moi, je suis très fan de Derrick Jones Jr., non seulement pour le côté spectaculaire, mais aussi parce que je trouve qu'il est bien meilleur que dans la partie. En fait, IRL, Derrick Jones est un très très bon joueur, mais sous-côté là, et j'ai pas envie quand même de m'en défaire, c'est un peu affectif aussi, il y a beaucoup d'affectif dans tout ça, donc absolument pas rationnel, il n'y a pas de vraie raison, vous voyez, de trucs que je peux expliquer, motiver, justifier, non, 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 il y a de l'affectif aussi, hein, pour pas mal de choix. Vous voyez que le début de saison de ce Miami Heat a été excellent. Après cela, on va jouer un match et puis on va retrouver les Sonics, hein, bien évidemment. Euh, mais donc, début de saison vraiment excellent, puisqu'on se retrouve comme ça à 13-1. C'est énorme. 13 victoires en 14 matchs en ce début de saison pour le Miami Heat, qui survole littéralement l'Est au mépris des Cavs, des Hawks, des Bulls, etc., etc. Arrive un match intéressant face aux Hawks d'Atlanta. Bah oui, ça c'est un vrai test, parce que pour le coup, Atlanta, c'est hyper fort. Il y a Wiseman, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, hein, que je vous ai proposée. Wiseman, Collins, il y a Miles Bridges, parce que là, DeAndre Hunter est blessé. D'habitude, c'est Hunter le titulaire et Bridges, l'ancien de Charlotte, qui est donc en sortie de banc. Là, du coup, il se retrouve titulaire. Il est assez dangereux offensivement, celui-là. Et puis Hunter, ainsi que Trae Young, mais avec aussi du backup derrière tout ça. Regardez comme il a mis la misère Trae Young à Isaac, avec du bon backup derrière, avec notamment un dénommé Lewis. Et puis là aussi, c'est un backup de choix, c'est Bryce Dacus, qui est encore derrière dans la rotation au poste 4. c'est énorme. Là, c'est le petit Ouattara. Je dis le petit, hein, il est pas tout jeune du tout. Hein. À l'intérieur, le backup de Wiseman, c'est n'est autre que Thomas Bryant. Bref, c'est une équipe très très forte en fait. C'est une équipe vraiment redoutable et elle a tendance à avoir aussi une adresse insolente par moment. Et du coup, ça peut être assez démobilisant. Parce qu'en face, vous prenez des 3 points dans la figure, ça n'arrête jamais. Et bon, heureusement, de temps en temps, il y a quand même un raté, on souffle un peu, on se dit qu'il y a peut-être une contre-attaque qui pourrait nous permettre, voilà comme ici, avec Okpala, qui pourrait nous permettre de revenir au score. Hein. Et après, il y a toujours ces petits, voilà, c'est un backdoor là sur Pippen Junior là, qui m'a saoulé en défense, je l'avoue. Parce que honnêtement, ce genre de choses, je veux pas les voir, quoi. Petit Carlton Stanley qui montre encore le bout de son nez à la porte et par la fenêtre, pardon. Et donc 41-39 quand même à ce moment-là, hein, ce qui est pas idiot. On est en capacité de peut-être faire un 4e quart-temps dans lequel on opposera une vraie résistance à cette équipe, malgré cette insolence par moment qu'elle a pu avoir. Ici, c'est le panier d'égalisation, encore une fois sur une contre-attaque, parce qu'il nous reste quand même presque que ça. Leur défense n'est pas au niveau de d'autres défenses de la ligue. C'est ce qui fait qu'à la toute fin dans les playoffs, je ne crains pas cette équipe-là. Je crains davantage les Knicks en vérité. Mais par contre,
Euh, Offensivement, ils ont un talent juste ébouriffant. Voilà, donc c'est assez incroyable à jouer, c'est très difficile. Tant mieux, ça donne vraiment du défi. Et voilà, Trae Young, quand il ne marque pas, parfois vous avez comme ça toujours le phénomène du rebond offensif gobé par un tel ou un autre, ce qui fait que ah là là, on se retrouve là mal, on est très très mal. On s'est fait égaliser alors qu'on avait réussi à prendre le score, quoi. Et voilà. Vous l'avez vu comme moi, le 2+1 de Trae Young ici qui fait ultra mal à 11 secondes de la fin, quoi. Donc il reste un peu d'espoir, mais pas non plus un espoir démesuré. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais faire rentrer notamment quelques shooters à 3 points. Ici, on va attirer un écran. Regardez, pour avoir un shoot ouvert. Il est ouvert ce shoot. Ah là 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 là. Et Kendrick Nunn qui ne met pas ce shoot là. Et ça aurait été l'opportunité d'aller en prolong, mais ce ne sera pas le cas. Et donc ce hit qui connaît là sa deuxième défaite seulement de la saison sur 15 matchs face à des Hawks qui semblent quand même au-dessus. Hein. On va pas se raconter des histoires. Les Hawks sont au-dessus de ce hit, mais avec quand même l'illusion de pouvoir exister par moment et arracher des fins de match serrées, voilà, on va dire. Pour arracher des victoires, à mon avis, sur une série, ce sera... vous avez vu le moins 17, là, il fait mal pour Jimmy. Il fait très très mal le moins 17. Arracher une série de playoffs, ça paraît quand même d'un autre monde. Donc voilà, 26 novembre, vous voyez, donc on est en train de remonter. Il y a le match qui s'annonce là contre les Sonics le 3 décembre. Il n'y a plus qu'une semaine à simuler supra rapidement. Et donc, on va pouvoir jouer ce match. On va pouvoir le jouer. Donc, Jimmy Butler blessé. À la limite, on est capable de réagir. Mais bon, c'est vrai que Jimmy est précieux. Allez, je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté parce que Favors, le pauvre, il avance plus, quoi. Il avance plus trop. Bon, voilà, délicat. Délicat. On tire un peu aussi sur la corde de certains, j'avoue. J'avoue que je tire pas mal sur Winslow, sur Hero, sur Adebayo, Isaac. S'il se blesse, faudra pas être surpris, hein, à un moment donné. Hein. Et donc, on reprend la manette du côté de Seattle. Flashback terminé pour donc ce fameux match contre le Heat qui va clore l'épisode avec un hit du coup à 13-5, puisqu'ils sont sur une mauvaise série en vérité, et c'est Sonics qui se battent pour s'accrocher peut-être au wagon des playoffs, mais sans non plus une ambition démesurée à ce niveau-là, parce qu'on voit bien que on est un peu juste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, proposer contre ce Miami Heat? Déjà, il va falloir proposer une défense convenable, il va falloir proposer de l'intensité, et comme d'habitude, un peu de réussite pour Malédon, pour Hayes en attaque, etc., etc. Donc, le début de match est assez équilibré. Avec parfois des séquences comme celle-ci. On avait vu Okpala juste avant, qui honnêtement avait eu beaucoup de chance. Là, c'était aussi un peu le cas. Mais on reste quand même dans le match. Les Sonics restent dans le match, notamment par l'adresse, là, voilà, externe de quelques-uns. Notre ami Fall continue à faire des ravages. Taco Fall est vraiment précieux, surtout que physiquement, il est pas ridicule. Hein. Il est arrivé avant là, hein, sur le trailer, il a pu être servi pour un panier gratuit quasiment. Hein. Donc Michael Green aussi qui prend de temps en temps un petit rebond par-ci, un petit rebond par-là. Le petit Red là qui vient transmettre à Taco Fall qui dunk sur la tête de Derrick Jones. Ok, donc ça fait toujours plaisir ce genre d'action, c'est très spectaculaire. Et regardez, Hero dans ses œuvres, mais on n'est pas surpris. Il nous a déjà habitués à ce type de fulgurance, Tyler Hero. Et ainsi, allez, avec une bonne défense, on a ici une opportunité de passer. Oh là 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 là. C'est la guerre de tranchées. Là. À 30 secondes de la fin, 3 points d'écart. C'est la guerre de tranchées. Et cette action va terminer de manière un peu confuse par un pull-up de Okpala. Alors qu'en défense, on a légèrement flotté. Du coup, ça va être évidemment
l'échange entre lancer franc et shoot désespéré. C'est Hayes qui va comme ça donner 3 points d'avance. Et regardez ce qui va se passer sur la remise en jeu. Sur la remise en jeu, Hayes est trop coupable. Il laisse Tyler Hero tout seul. Donc égalisation. Il reste 18 secondes et un ballon pour gagner avant une éventuelle prolongation. Je vais essayer de poser, sans trop attendre, je vais essayer de poser un système qui est pour Maker. Oh là 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 là, quel dommage. Maker est un vrai shooter à 3 points, il n'y a pas de problème. Hein. Il stretch, mais sans souci, quoi. Mais là, il n'a pas mis dedans, c'est comme ça. Et c'est Okpala qui aura le ballon de la gagne, mais non. Du coup, on va en prolongue. Et voilà. Je sais pas ce que vous pensez du maillot, de la salle et tout, mais moi je trouve que honnêtement c'est assez sympa. Ça fait plaisir. Le type qui a créé ces trucs-là a fait du bon taf. Et je suis assez content, moi. Je suis assez content, je trouve que c'est esthétique. Et ça rappelle aussi tellement de choses. On a beaucoup de bonheur, je trouve, à voir ces couleurs de Seattle dans NBA 2K. Vivement hein, que IRL, le projet... alors évidemment, c'est pas avec la crise qu'on connaît actuellement que économiquement tout ça va prendre de l'essor, parce que malheureusement, tellement de choses sont réduites à néant ou alors sont repoussées à cause de cette horrible crise qu'on vit actuellement, en plus avec l'incertitude au moment où je parle, l'incertitude sur la fin de la saison NBA. On a de plus en plus peur que cette saison ne se termine jamais, même si les acteurs ont l'air d'être plutôt optimistes. Je pense aux joueurs par exemple, aux GM, qui veulent tous reprendre en fait, qui veulent tous finir la saison. Bah, en tout cas, économiquement, il va y avoir de l'argent perdu hein, pour la NBA sur cette saison-là, en plus du fameux Murray Gate de début de saison avec la Chine, là, que vous savez tous. Et du coup, c'est vrai que l'arrivée d'une expansion en NBA, elle prend un coup dans l'aile par ce type d'événement, quoi, hein, je trouve. Attention, Justice Winslow. Oh là 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 là, Winslow, il a eu le ballon de la gagne entre les mains parce qu'on avait un peu joué à la patate chaude là juste avant sur la possession des Sonics et c'est quand même une victoire arrachée pour Seattle dans cette hypothétique course à une 8ème place plus que difficile. 4 sur 17, ils ont mal shooté à 3 points le 8, ils ont été en détresse. Et puis voilà, ben nous on a essayé de thésauriser un peu à l'intérieur, quoi. Hein. On voit une grosse différence entre les points marqués in the paint d'un côté et de l'autre, 9 sur 13 pour les uns, 4 sur 13 pour les autres, avec un énorme taco fall. Mais est-on surpris? Pas vraiment, à 24 et 9, le mec a fait un chantier en sortie de banc, quoi. Et voilà. Donc une victoire, bon, elle dit pas grand-chose hein, cette victoire. Elle dit juste que les Sonics sont toujours à la lutte pour éventuellement accrocher le wagon, que le 8 n'est pas mal du tout. Je fais exprès de pas vous montrer de classement parce que je veux pas spoiler les Spurs hein, en fait, ni même la situation à l'Ouest, mais grosso modo. Il y a les Spurs qui sont pas mal, les Mavs aussi, et puis le reste, 3 petits points, quoi. Hein. On va en parler à l'épisode prochain de cette série, quoi. Voilà, je veux pas trop spoiler. Je vous dis à plus. La prochaine vidéo de cette série, ce sera Spurs, mais qui vont au bout de l'année, playoff inclus, avec toutes les équipes que je vous ai présentées. Hein. Donc c'est un épisode massif. Et auparavant, je sortirai une avancée aussi de la saison 3 du My League à 5 équipes avec Bulls, Kings, vous savez, Knicks, Nuggets et Wolves. Voilà, vous savez tout. À plus. Bye bye.